Poulane erre dans la jungle. À demi morte, perdue quelque part entre le rêve et la réalité, elle puise ses dernières ressources dans son désir farouche de vengeance contre ceux qui l'ont salie. Mais où aller à présent? Impossible de retourner au village de son enfance. C'est là que les policiers la chercheront en premier. Une seule solution, trouver le campement d'un bandit nommé Baba Moustakim. On dit que lui et sa bande vivent dans cette jungle. Poulane a déjà croisé cet homme autrefois. Elle sait qu'il la craint autant qu'il l'admire. Il est son seul espoir. À cette époque, la police connaît bien Baba Moustakim. C'est un dacoïte redoutable et sans pitié. On dit de lui qu'il est capable du pire comme du meilleur. Animé d'une grande intelligence, mais aussi d'une cruauté sans égale, il porte la réputation d'être un homme d'honneur, détestant la faiblesse autant qu'il respecte la force et l'audace. Après des heures de marche, Poulane parvient finalement à atteindre le campement de Baba Moustakim. Ses sous-fifres la reconnaissent aussitôt et la conduisent à leur chef. En voyant apparaître Poulane, Baba Moustakim éclate d'un rire gras et tonitruant. Qu'est donc devenue la reine des bandits? Un spectre frêle aux vêtements déchirés, aux cheveux en brosse et au visage blafard? Mais Poulane lui tient tête. Elle raconte au chef des bandits le meurtre de son bien-aimé, Vikram, puis sa capture par les frères Ram et les viols qu'elle a subis dans le village de Bemaï. Poulane sait que Baba Moustakim fait partie des basses castes, lui aussi. Espérant qu'il sera sensible à sa cause, elle le supplie de la laisser intégrer sa bande afin qu'ensemble, ils châtient les riches Thakours qui s'en sont pris à elle. Baba Moustakim l'écoute un long moment, puis il secoue la tête. Il refuse. Poulane n'intégrera pas sa bande. En revanche, il va faire autre chose pour elle. Il lui offre des fusils et des hommes afin qu'elle crée son propre gang et assure elle-même sa vengeance. Poulane croit défaillir de joie. Baba Moustakim lui suggère de choisir comme premier lieutenant un certain Man Singh, un homme grand et fort qui compte parmi ses meilleurs bandits. Mais il lui délivre aussitôt un second conseil. Une chef de bande célibataire serait mal vue. Aussi serait-il avisé qu'elle épouse ce Man Singh dans les plus brefs délais. Poulane accepte tous ses conseils, puis s'incline humblement devant son bienfaiteur. En l'observant, Baba Moustakim ne peut contenir un sourire amusé. Cette femme étrange, animée d'un appétit sauvage pour la vengeance et l'honneur, ne cessera jamais de le fasciner. « 1981. Poulane Devi est de retour. Son nouveau gang frappe fort, présent partout et nulle part à la fois. Elle a réuni autour d'elle les plus audacieux bandits qui soient. Leurs attaques se multiplient dans l'Uttar Pradesh, mais débordent bientôt hors de la région et gagnent d'autres districts, notamment le Madhya Pradesh. On prétend qu'elle recrute des hommes, beaucoup d'hommes, et des armes aussi. Suffisamment pour livrer une véritable guerre ouverte aux policiers et aux militaires. Les jours passent. Poulane n'a pas oublié les conseils de Baba Moustakim. Elle a épousé le bandit Man Singh, non par amour, mais par calcul. De même, elle n'a pas perdu de vue sa revanche. D'après les rumeurs, les frères Ram sont parvenus à s'enfuir durant l'attaque de leur campement par la police. Poulane sait qu'ils sont originaires de Bemaï et qu'elle a de fortes chances de les y trouver. Bemaï. Ce nom résonne comme un coup de poignard dans son cœur. C'est dans ce village que les frères Ram l'ont livrée au Thakour afin qu'elle soit publiquement dénudée, battue et abusée par tous les habitants. Poulane n'a désormais qu'une seule idée en tête,
réunir assez d'hommes pour attaquer le village et se faire justice. 14 février 1981, jour du massacre de Bemaï. D'après le récit fait à la police par les Takour, il est à peine midi lorsque la bande de Poulan pénètre dans le village. Tous les bandits sont vêtus de faux uniformes militaires. Ils portent des fusils. Et lorsqu'ils atteignent la place centrale du hameau, leur chef, Poulan Devi, bondit sur le rebord d'un puits et active un mégaphone pour interpeller la foule. Poulan parle d'une voix puissante aux villageois de Bemaï. Elle dit « Vous savez qui je suis? Vous savez pourquoi je suis là? Livrez-moi les 2 frères Ram ou subissez ma colère. » Pour toute réponse, les villageois lui répondent que les hommes qu'elle cherche ne sont pas là. Ils sont partis depuis plusieurs jours et ne reviendront pas. Poulan laisse échapper un soupir. En secouant la tête d'un air contrarié, elle coupe son mégaphone et fait un geste de la main à Man Singh, son lieutenant. Le message est clair. Tuez-les tous. Les bandits de Poulan ouvrent le feu. Certains villageois parviennent à s'échapper, mais 22 d'entre eux sont capturés. Tous des hommes. D'une voix emplie de rage, Poulan ordonne qu'on les torture et qu'on les assassine jusqu'au dernier. Elle veut les voir souffrir, ces monstres qui ont piétiné sa dignité. Qu'ils paient tous. Les événements qui s'ensuivent sont particulièrement effroyables. Certains villageois sont empalés sur des pieux, d'autres brûlés vifs, émasculés, tabassés jusqu'à la mort à coups de pierre et de bâton. Poulan rit en les voyant pleurer et se tordre de douleur. Elle jubile. Elle se délecte de leurs suppliques affolées et de leurs cris d'agonie. Voici qu'enfin sa fureur s'abat, après tant d'années passées à subir celle des autres. La démence lui tord les traits et déforme son visage en une grimace affreuse. En Inde, cette tuerie du 14 février est considérée comme le plus grand massacre perpétré par des bandits depuis plus de 30 ans. L'affaire secoue l'opinion publique. Poulan Devi vient de commettre un acte gravissime pour les Indiens. D'abord, ses victimes sont des Takour, donc de caste supérieure. Ensuite, le massacre a été perpétré par des individus de caste inférieure. Mais le pire de tout, l'élément le plus impardonnable, tient à l'identité de la chef du gang. Une femme. C'est une femme qui a commis l'irréparable. Et cela, les partisans de l'ordre en place ne peuvent le tolérer. La légende reprend vie dans les campagnes. La reine des bandits n'est pas morte, bien au contraire. Elle revient pour punir ses ennemis. Partout où elle passe, Poulan est accueillie non plus avec respect, mais avec dévotion. C'est une icône auprès des castes inférieures. Elle n'est plus la simple chef de bandits que l'on craignait, mais une véritable déesse vivante. On prétend qu'elle serait la réincarnation de Kali, la déesse de la destruction. Des chants et des légendes circulent à son propos. Aux hommes violents et aux riches cupides, on dit désormais « Repens-toi ou Poulan Devi te punira ». La police de plusieurs districts est mobilisée pour traquer Poulan. Elle se déplace beaucoup, d'une région à l'autre. Et ses effectifs sont toujours plus nombreux. Plusieurs fois, la police croit tenir une piste, mais chaque tentative de capture se relève infructueuse. Comme autrefois, les villageois donnent de faux indices aux enquêteurs pour les égarer. À plusieurs reprises toutefois, les policiers parviennent à capturer des bandits appartenant à Poulan Devi. Mais aucun d'eux n'accepte de parler. Ni confession, ni indication quelconque pouvant mener à leur chef. Comme s'ils craignaient moins le bâton des policiers que le courroux de la reine des bandits. À chaque coup de filet, la police pense diminuer les troupes des dacoïtes. Pourtant, les attaques revendiquées par Poulan Devi ne cessent d'augmenter. Comme une hydre à 100 têtes. Pour chaque coup porté, les bandits semblent se renforcer et gonfler leurs rangs. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite.
Après les pillages, Poulan continue à verser une partie du larcin aux classes défavorisées. Ces bandits arrachent par la force les terres détenues par les riches, puis les offrent sans contrepartie aux castes inférieures. Devenu l'objet d'un culte dans toute l'Inde, Poulan use de son charisme et de sa réputation pour inciter les populations à imiter son exemple. En juillet 81, Poulan Devi attaque la résidence privée de l'un des grands propriétaires terriens de l'Uttar Pradesh. Les combats sont terribles. Sur place, des effectifs de police appelés en renfort se positionnent face aux assaillants. Ils sont plus nombreux et mieux armés que les dacoïtes. Mais la reine des bandits est une fine stratège. Elle crée une fausse diversion en incendiant un dépôt de carburant, puis profite du chaos pour contourner les policiers, les encercler et obtenir d'eux qu'ils baissent leurs armes. Victorieux, les bandits dévalisent la demeure du propriétaire terrien. Tous ces biens sont distribués aux paysans. Les policiers capturés sont rapidement relâchés, puis la troupe de Poulan disparaît dans la nature. La reine des bandits ne se considère pas comme un monstre. Pourtant, à la radio, elle enrage d'entendre les journalistes la comparer à une criminelle sanguinaire. Ainsi donc, on ne parle des pauvres que pour citer leurs méfaits et jamais pour évoquer leur peine ou leur malheur. Soit, qu'importe. Tant que son nom circule dans la presse, inspirant la crainte à sa simple évocation, c'est une consolation dont elle se satisfait pour le moment. La pression monte au sein des autorités. Incapable de capturer Poulan Devi, l'État indien la déclare officiellement ennemi public numéro 1. La première ministre, Indira Gandhi elle-même, promet son arrestation. Et tous les moyens sont bons pour y parvenir. On déploie de gigantesques effectifs militaires. Par 3 fois, la police fait irruption chez la famille de Poulan. On détruit leurs meubles, on brûle leur blé, on roue de coups ou on emprisonne les membres de sa famille. Mais rien n'y fait. Personne ne livre le moindre indice sur la reine des bandits. La frustration et la colère des riches prennent de l'ampleur. Dans chaque région, les propriétaires terriens font pression sur le gouvernement pour que l'on agisse de façon drastique. Un mot d'ordre circule alors dans les commissariats. Les policiers ont la permission de tirer à vue et sans sommation s'ils mettent la main sur Poulan Devi. Deux ans s'écoulent. Au fil du temps, d'innombrables bandits issus des basses castes et enragés contre les inégalités ont rejoint les rangs de Poulan Devi. Rusée, cette dernière s'est jouée sur les faiblesses de la police pour mieux leur échapper. Son gang se replie souvent sur les ravines de la rivière Chambal, à la jonction entre le Rajasthan, le Madhya Pradesh et l'Uttar Pradesh. Ainsi, elle devine que les policiers des 3 régions auront plus de mal à coordonner leurs efforts. La situation devient insoutenable pour les chefs de district. Après 2 ans de traque infructueuse, le ministre en charge de l'Uttar Pradesh est contraint de démissionner sous la pression. L'État central et les gouvernements locaux sont à cran. Ils savent que Poulan Devi est un danger, par l'exemple qu'elle représente et les idées qu'elle véhicule. Voilà une femme indocile, vénérée comme une déesse, lancée dans une guerre totale contre les riches et qui démontre à chaque instant l'impuissance des forces de police. Janvier 1983. Ce matin-là, Poulan découvre avec surprise un nouvel article de presse qui lui est dédié. Comme elle ne sait pas lire, c'est son lieutenant, Mansingh, qui s'en charge pour elle. D'après le papier, le gouvernement serait prêt à négocier une reddition avec la reine des bandits. En entendant ces mots, Poulan affiche un visage sombre et perplexe. Mansingh poursuit. L'article explique comment le ministre d'État, Arjun Singh, et la première ministre Indira Gandhi sont parvenus à un accord. Une liste de concessions promises à Poulan si celle-ci accepte de se rendre. Concession numéro 1. Le gouvernement promet que Poulan Devi ne sera pas condamnée à mort. Numéro 2. Elle et tous les membres de sa bande n'auront pas de peine de prison supérieure à 8 années. Troisièmement, les familles de tous les bandits recevront des emplois dans la fonction publique et des terrains agricoles. Enfin, 4e et dernier point, les parents, les sœurs et le frère de Poulan Devi seront autorisés à être présents sur place le jour où la reine des bandits se rendra officiellement aux autorités. En refermant le journal, Mansingh prévient Poulan. Cela ressemble à un piège. Il ne faut pas croire un traître mot de ses promesses. Mais Poulan n'est pas du même avis.
elle devine que les riches font pression sur le gouvernement et que les politiciens, acculés et n'ayant d'autre choix, sont prêts à tout pour mettre fin à cette histoire, y compris négocier avec des bandits. Et Poulan n'a pas tort. Indira Gandhi souhaite clore ce problème au plus vite. Depuis des années, la première ministre est accusée par les milieux conservateurs de privilégier les pauvres et les déclassés. L'existence même de Poulan Devi fragilise sa position. Chaque jour, les membres des hautes castes lui réclament la capture ou la mort de la reine des bandits. Évidemment, la nouvelle se propage rapidement. Bientôt, des foules de paysans issus des villages alentours affluent jusqu'au campement de Poulan pour la supplier de refuser toute reddition. On l'exhorte à continuer la lutte. Sans elle, les propriétaires terriens se remettront à extorquer et tyranniser les travailleurs des champs. Poulan doit se battre contre les puissants et les violents. Il le faut. Moins d'une semaine après la parution de l'article, un émissaire est envoyé par les bandits auprès des autorités. Son message est clair. Poulan Devi, la reine incontestée des Dacoïtes, l'incarnation de Kali et la vengeance de Durga, accepte de se rendre à la police avec l'ensemble de ses hommes en échange des promesses qui lui sont faites. Pour Poulan, la décision n'a pas été facile. Déposer les armes ne lui plaît pas. Mais elle sait la menace qui plane sur sa famille et sur celle des autres bandits. Battus, volés, emprisonnés, leurs proches risquent la mort à chaque instant. Poulan veut les protéger tous, garantir des terres, des emplois et de la dignité à ceux qu'elle chérit. C'est son désir le plus cher depuis toujours. Quant au message de révolte qu'elle a su insuffler dans la société, il ne lui appartient plus. De tout son cœur, elle prie pour qu'il continue d'exister après elle. Le 12 février 1983, Poulan Devi et ses bandits se rendent officiellement à la police. Il ignore encore, mais les autorités ne respecteront pas toutes leurs promesses. La lutte reprendra et la colère de la reine des bandits soufflera sur l'Inde une dernière fois.